quand on est dans le contexte français, on peut ne pas avoir totalement conscience que nous sommes dans une double transformation mondiale, indépendamment du Covid. Une double mutation mondiale d'une ampleur inouïe. La première, c'est la troisième révolution industrielle. Alors, je sais qu'on parle d'usine 4.0, je reviendrai sur tout ça, mais nous sommes dans la troisième révolution industrielle qui a démarré il y a 30 ans, 35 ans. Elle a démarré dans les années 80. Donc, c'est une mutation totale. J'y reviendrai dans quelques instants. Et puis, il y a une deuxième mutation qui est à l'œuvre depuis 20 ans, qui est le conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. Alors, on pourrait se dire, bon, j'en ai rien à foutre, je suis à Paris ou dans les environs, je gère le post-Covid, je ne sais pas si je serai là dans 2 ans. Si, Dieu merci, on sera encore vivant pour l'essentiel dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais vous avez des enfants, des familles, des employés. Bon, nous allons tous vivre dans le conflit pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis pour une génération. Voilà, c'est ce que je dis à mes étudiants qui ont 25 ans. Je leur dis, toute votre vie adulte, vous allez être plongé dans le conflit entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. Ça aura les mêmes conséquences que le conflit entre l'Union soviétique et les États-Unis de 1945 à 1991, mais à la puissance 7, 8, 10. Parce que le conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique était essentiellement dogmatique et militaire. Là, le conflit entre la Chine et les États-Unis, c'est quelque chose de jamais vu dans l'histoire mondiale. Il est à la jonction des deux transformations, c'est-à-dire que les deux principaux acteurs de la nouvelle révolution industrielle sont aussi les États-Unis et la Chine. Donc, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde, que deux acteurs qui se battent pour la domination géostratégique. Ça, des acteurs qui se battent pour la domination géostratégique, ça existe depuis au moins 3000 ans. Mais des acteurs qui se battent pour la domination géostratégique, qui sont aussi les deux principaux acteurs d'une mutation de révolution industrielle, ça ne s'est jamais vu. Donc, c'est pour quelqu'un comme moi, c'est passionnant de vivre maintenant. On n'a pas pu vivre les guerres mondiales, on n'a pas pu vivre la Révolution française. Là, on est dans ce qui sera peut-être le plus grand événement de l'histoire pour 200 ans. Donc, vos petits-enfants vous demanderont alors, c'était comment papy, mamie, comment c'était les années 2020, 2030, comment tu as vécu ça, qu'est-ce que tu faisais, voilà. Donc, on est dans un moment gigantesque. Voilà. Alors, quelques mots sur la façon dont je traite les choses. Bon, j'ai une analyse très stratégique. Je suis aussi lucide que je peux l'être. Il n'y a rien qui mérite plus que les gens, mais ça arrive toujours en France. J'ai vécu 6 ans aux États-Unis. Dès qu'on fait une analyse lucide en France, on vous dit « Oh là, qu'est-ce qu'il est pessimiste ». Aux États-Unis, on dit « il est lucide ». C'est tout. Alors, donc, ça dit plus sur la culture française que sur mes analyses. Quand on dit que je suis pessimiste, moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Au contraire, je suis très optimiste. Je suis très confiant et je pense que la France a des atouts phénoménaux. Alors là, la question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est est-ce qu'on va utiliser nos atouts ou est-ce qu'on va se coller face contre terre comme une crêpe, comme d'habitude, depuis 50 ans. Donc, nous sommes dans un contexte totalement incroyable. Je vais vous donner quelques chiffres immédiatement qui sont spectaculaires. En 2018, le PIB cumulé en valeur marchande des États-Unis et de la Chine, c'était 40% du PIB mondial. Voilà, ce que vous disiez maintenant. 40,5, plutôt 41 même en 2020, selon l'évolution des différents ensembles. Donc, pour faire simple, c'est 24,5 pour l'année 2020, ce sera 24,5 pour les États-Unis et plus de 16 pour la Chine en 2020. Donc là, il devrait y avoir 16 d'ailleurs.
bon, ça c'est bon, pour 2018. Et pour 2020, ça sera 24,5 et 16, voire même un peu plus pour la Chine, 16,3. Donc là, aujourd'hui, on parle en pouvoir d'achat, en valeur de marché, mais donc ça donne des États-Unis à 24,5 du PIB mondial et une Chine à 16% du PIB mondial. Si vous prenez en parité de pouvoir d'achat, on vous les met tous les deux à égalité autour de 22% du PIB mondial. Donc, vous avez, je termine ce segment, vous avez deux lutteurs qui font un peu plus de 40% du PIB mondial. Et ils font ensemble, aujourd'hui, en 2020, vraisemblablement de l'ordre de 60%, 58% des dépenses militaires mondiales. On pense qu'en 2025, ces deux pays feront 41,5, 42% du PIB mondial et ils feront 60% des dépenses militaires. Bon, si vous retenez deux chiffres, voilà deux géants qui font ensemble 40% du PIB mondial et bientôt 60% des dépenses militaires de la planète. La Chine est dans une construction de ses capacités militaires absolument incroyable. Elle dépense 10% de plus chaque année. Et ce qui est important, c'est que la Chine et les États-Unis ont beaucoup de points de friction potentiels dans la crise qui pourrait venir demain, dans la mesure où ils se bastonnent à la fois sur la mer de Chine du Sud et maintenant la troisième révolution, le combat sur Huawei, qui s'écrit Huawei, mais qui se prononce Huawei. Le combat sur Huawei, il est totalement lié à cette révolution totale sur le plan industriel et économique. Alors, les capacités chinoises sur le plan militaire, sur le papier, commencent à être extrêmement significatives. Les Chinois ont notamment investi sur de nouveaux missiles hypersoniques. Bon, ce sont des bêtes qui vont à 7000 km/h. La Russie est assez avancée dans les missiles hypersoniques. Les États-Unis investissent beaucoup. Donc, le missile chinois, c'est le DF-17, qui a été conçu uniquement pour frapper les porte-avions américains, puisque les États-Unis sont toujours la première marine, la première puissance maritime du monde sur le plan militaire. Ils ont toujours la première navire. Et les États-Unis, face à l'effort d'armement de la Chine, sont en train d'investir massivement. En 2018, fin 2018, début 2019, les États-Unis ont commandé 3 porte-avions géants et 8 sous-marins lanceurs d'engins balistiques. Voilà, donc il y a une guerre froide qui vient de s'engager, qui est passée dans une phase extrêmement froide depuis 18 mois, qui s'est fortement accentuée depuis le Covid. Et donc, on a deux lutteurs qui ont un horizon à 15 ans devant eux. Et donc, c'est extrêmement important de comprendre le contexte dans lequel on est. Alors, on pourrait se dire, moi, je suis à Paris, je n'en ai rien à foutre, ou je suis à Toulouse et ça ne me concerne pas. Il est évident qu'on est totalement concerné parce que, malheureusement, si vous regardez le reste du monde, les Chinois sont en train de faire une OPA sur l'Afrique, bon, c'est pas loin de nous. Ils doivent. Alors, une autre particularité de la période que nous vivons, c'est cette conjonction de. La première particularité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la conjonction du fait que les deux géants qui se battent pour la domination mondiale sont aussi les deux géants de la nouvelle révolution industrielle. La deuxième particularité par rapport au conflit antérieur pour la domination mondiale, c'est que il y a un troisième acteur qui est tout petit, mais qui a 4000 bombes nucléaires. Alors, il est très grand en taille géographique. Malheureusement,
puisqu'on est sur des micros, c'est toujours difficile, donc c'est moins sympa que quand on est dans la même salle, donc je ne peux pas vraiment vous poser la question pour s'amuser un peu. Mais si je vous demandais, le PIB de la Russie moins le pétrole, ça ne la cale à quel niveau de pays? Alors, donc on ne peut pas se parler en direct, je vous donne les réponses qu'on me donne généralement. On me dit la France, comme on voit que je fronce les sourcils, on me dit parfois l'Espagne. Voilà. Bon, donc je vous donne la réponse. La grande Russie de Moscou à Vladivostok, de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, hors pétrole, ce sont les Pays-Bas. Alors, on a pris la peine tout à l'heure de dire États-Unis, Chine, c'est 40% du PIB mondial. La Russie, hors pétrole, c'est 1 point du PIB mondial. La France, c'est 3 points du PIB mondial, 3,2. Le Royaume-Uni est au même niveau que nous. Donc, France, Royaume-Uni, 3,2 points du PIB mondial chacun. Chine, 16, États-Unis, presque un quart du PIB mondial, Russie, 1. Sauf qu'à ce 1, il faut rajouter une production de l'ordre de 10 millions de barils par jour de pétrole et équivalent gaz, gaz équivalent pétrole, et puis il faut rajouter 4000 têtes nucléaires. Et donc, si on regarde ces deux acteurs, donc la Chine en poids économique, c'est 16 fois la Russie en pétrole. Alors avec le pétrole, la Russie, c'est 1,7. Hein. Donc en gros, avec le pétrole, la Russie, c'est la moitié de la France. Simplement, la Russie a 4000 têtes nucléaires, comme les États-Unis dans le cadre des accords antérieurs. La Chine, selon ce qu'on sait, n'aurait que 300 têtes nucléaires, comme la France. Alors voilà, c'est le premier élément dans votre planisphère intellectuel pour analyser le monde des 20 prochaines années. En tout cas, pour le début des années 2020, vous avez une Chine qui fait 10 fois l'économie russe en valeur de marché, des États-Unis qui font 15 fois l'économie russe en valeur de marché, une France qui fait 2 fois la Russie en valeur de marché, mais en bombes nucléaires, la France c'est 300, le UK c'est 250, Israël c'est une centaine, la Chine c'est 300. Donc la Chine qui a beaucoup investi sur la Chine qui a beaucoup investi sur son système militaire n'a pas bâti beaucoup de bombes nucléaires pour l'instant, mais on pense que ça peut éventuellement changer la donne dans les années qui viennent. Alors, parce que à partir du moment où la Chine devient une très très grande puissance en termes de missiles, dans la mesure où elle développe des missiles hypersoniques, elle joue sur les capacités technologiques, et puis ensuite, si elle veut assez rapidement passer de 300 à 500 ou 1000 bombes nucléaires, elle pourra facilement le faire. Alors, les questions qui me sont posées, c'est mais en quoi ça joue d'avoir 4000 bombes nucléaires? Qu'est-ce que ça change? C'est extrêmement important dans les équilibres géostratégiques mondiaux. Si aujourd'hui la Russie n'avait pas d'armes nucléaires, la Chine occuperait déjà la Sibérie. D'ailleurs, le seul véritable ennemi stratégique de la Russie, c'est la Chine. Et il faut que l'Occident ait été vraiment très con pour se retrouver dans une situation où la Russie a signé des pactes avec la Chine, qui est son véritable ennemi stratégique. C'est un des grands enjeux des prochaines années, c'est de ramener la Russie du côté de l'Occident. Alors la Russie s'est très très mal conduite en Ukraine, il faut la remettre fermement dans le droit chemin, mais la Russie a besoin de nous pour assurer son développement. Autre question, quelle différence entre 100 et 10 000 bombes nucléaires? Bon, en l'occurrence,
les deux géants, la Chine et les deux géants, la Russie et les États-Unis en ont 4000 chacun. La grande différence, c'est d'avoir une capacité de réponse. Voilà, si vous en avez 100, on peut, et si vous n'avez pas de force océanique stratégique, et les Chinois sont en retard là encore sur ça, même s'ils avancent extrêmement vite, donc les sous-marins lanceurs d'engins indétectables, donc on peut vous ratatiner votre potentiel nucléaire, et donc si vous n'avez pas de capacité de réaction, on ne se gênera pas pour vous détruire. Donc la différence entre 300 et 4000, ça dépend bien sûr de la façon dont les 300 sont distribués. S'il y en a beaucoup au fond des océans, c'est important. L'enjeu, c'est de ne pas pouvoir être détruit dans le cas d'une attaque nucléaire. Alors, je prends un peu de temps sur ça. Vous pourrez dire, mais on s'en fout. Moi, je participe à des rencontres sur la philosophie de l'amour tous les samedis, et parfois on fait des week-ends entiers sur la philosophie de l'amour. Il n'y aura plus jamais de guerre. Voilà, c'est très important de penser ça à titre personnel, mais si les grands acteurs mondiaux qui détiennent la puissance ne pensent pas ça du tout, c'est eux qui vont décider pour nous. Alors l'Europe dans tout ça, j'y viendrai tout à l'heure. Justement, le problème, c'est que l'Europe n'existe pas sur le plan stratégique. J'y reviendrai longuement tout à l'heure. Mais c'est très important de voir qu'en fait, maintenant que le Royaume-Uni est parti, la seule force militaire qui existe au plan mondial en Europe, c'est la France. Alors, vous pourrez dire, on s'en fout aujourd'hui, et à juste titre, nous sommes dans une merde économique pas possible, on va avoir un déficit énorme, on est entré dans cette crise avec un endettement à 98 points de PIB, alors que les Allemands avaient eu la sagesse de redescendre à 60. La seule chose qui compte, c'est le déficit extérieur ou l'excédent extérieur. Voilà. Quand on est dans le lac de Genève, tout se mesure uniquement sur des ratios de finances publiques. Quand on est en guerre, c'est les capacités militaires qui font la différence. Et donc jusqu'ici, quand je parlerai de l'Europe tout à l'heure, je dirais que malheureusement, lié à la désindustrialisation honteuse de la France depuis 20 ans, on est devenu aujourd'hui, on se conduit quasiment comme les valets de l'Allemagne. Je précise que je suis politiquement plutôt centriste, mais avec une petite coloration gaulienne. Et donc, si je regarde l'Europe aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui dirige. Mais si les choses devenaient très compliquées, la seule capacité de réaction, c'est la France. Et là, par exemple, je vous dirai tout à l'heure, j'anticipe, que si j'étais au pouvoir, par exemple, paradoxalement, dans le moment où nous sommes, rassurez-vous, ça n'arrivera pas, dans le moment où nous sommes, j'investirai sur la défense. Parce que la dernière raison qui fait que les Allemands nous prennent au sérieux, c'est que nous avons une capacité militaire significative. Je précise à ce propos, je reviens sur la comparaison des armées chinoises et américaines. Alors, il y a les chiffres, la Chine dépense beaucoup d'argent pour essayer de rattraper le niveau américain. Sur la base des dépenses actuelles de la Chine, elle aura une puissance militaire terrifiante avant 2025, la Chine. Donc, c'est un géant militaire qui peut très bien passer à 1000 bombes nucléaires si la Chine le souhaite, elle a les moyens de le faire. Or, la Chine est partie dans un délire impérialiste depuis l'arrivée de Xi Jinping. De ce point de vue, j'évoquerai tout à l'heure, mais Xi Jinping mène une politique en rupture totale avec la politique de Deng Xiaoping. La politique de Deng Xiaoping, c'était à toute proportion gardée une sorte de leader social-démocrate de la Chine. Et là, on se retrouve avec quelqu'un dont on espérait beaucoup après Deng, qui était un leader qui est exceptionnel, mais qui avait un peu vieilli. À la fin, il avait 90 ans. Mais on se disait, voilà, un jeune qui arrive. Alors, je vous donne une info tout de suite, vous le savez peut-être, hein, mais 80% du leadership chinois a une formation d'ingénieur. L'essentiel du leadership anglo-saxon, c'est avocat, finance. En France, c'est l'administration. Donc,
Voilà, ça vous place les choses aussi quand on considère, parce que là, donc on est à l'APM, c'est la formation du dirigeant, mais c'est aussi la sociologie du dirigeant. Donc les dirigeants politiques, ils ont une sociologie, ils ont une façon de prendre les problèmes. Quand on est un ingénieur, on ne prend pas les problèmes comme quand on est un administrateur. Quand on est un ingénieur, on a l'habitude des investissements de long terme. Hein. On commence par faire l'usine, il faut les plans, tout ça, il faut le projet stratégique, il faut développer l'usine. Et puis, quand on est ingénieur, il y a un truc extrêmement chiant qui est que opérationnellement, il faut que ça marche. Voilà, donc il faut qu'on aille dans les machines, c'est très chiant. Voilà. Quand vous êtes dans la finance, ce n'est pas votre problème. Hein, mais dans l'administration non plus. Hein. Simplement, quand vous êtes dans la finance et que vous êtes intelligent, vous respectez quand même un peu l'industrie parce que c'est avec les deals que vous faites sur l'industrie que vous gagnez de l'argent. Mais quand vous êtes fondamentalement marqué par la haute administration, l'industrie, c'est juste à des gens auxquels vous commandez, quoi. Et puis ça suit normalement. Donc, l'idée que s'il y a une crise, il vaut quand même mieux avoir stocké à l'avance des masques. Peut-être il faut conserver une capacité de production de masques en France, parce que si du jour au lendemain, on veut développer une capacité de masques, eh ben, ce n'est pas possible. Et puis, on développe une capacité de test. Ben, les Allemands l'ont fait parce qu'ils sont surtout industriels comme les Chinois. Et en Europe, bah, la France ne l'a pas fait. Alors, vous allez me dire, le Royaume-Uni non plus, mais on aurait pu avoir de la France, avec le record du monde de la dépense publique, qu'elle ait eu des stocks de masques et de tests et de ventilateurs. Et la France opère dans ce monde-là. Elle opère dans un monde qui est, j'accélère beaucoup, mais je pense que c'est peut-être important de marquer la différence. Quelques mots sur la révolution industrielle qui est en cours. Alors, troisième révolution industrielle, nouvelle révolution industrielle. À Davos, il y a 2 ans, ils ont titré quatrième révolution industrielle. Alors, le mot industrie, c'est un mot piégé. En France, le mot industrie est devenu un mot négatif il y a une génération. L'industrie, vous prononcez le mot industrie devant des vers, il tire à vue. Hein, donc, l'industrie, depuis un quart de siècle, c'est une valeur négative. Donc, quand on parle de troisième révolution industrielle, on confond tout de suite avec technologie. Hein. Donc, une révolution industrielle, c'est une mutation totale, culturelle, politique, environnementale, organisation des villes. Et il y a eu 3 révolutions industrielles depuis l'origine de l'humanité. La première est intervenue dans les années 1780 avec la vapeur, la deuxième dans les années 1880 avec l'électricité et le moteur à explosion, la troisième dans les années 1980 avec l'informatique et le numérique qui suit l'informatique. Chacune des 2 premières révolutions industrielles a duré un siècle. Donc, évidemment, aujourd'hui, on analyse beaucoup les 2 premières pour essayer de comprendre la troisième. On peut supposer qu'elle peut durer un siècle, mais on verra en fonction de l'évolution de cette révolution industrielle. Cette révolution industrielle, c'est la révolution de l'informatique qui transforme tous les processus de production et qui nous fait rentrer dans ce qu'on appelle l'économie entrepreneuriale. Donc, l'économie avec un I, et l'économie entrepreneuriale, c'est une mutation, une triple mutation. C'est une mutation scientifique et technologique, bien sûr, autour de l'Internet, l'informatique, l'Internet, la microélectronique. C'est une mutation capitalistique et entrepreneuriale. Donc, la particularité de la troisième, ce sont les rendements croissants. Hein, quand vous êtes Microsoft, il faut 10 000 ingénieurs, 3 ans et 4, 5, 8 milliards de dollars pour développer une nouvelle version des programmes de Microsoft, de nouveaux logiciels de Windows. Mais une fois que vous l'avez fini, hein, donc coût fixe colossal, vous faites des clics et vous le vendez 1 milliard de fois. Donc ça, c'est
quand vous avez beaucoup de coûts fixes et un coût marginal quasi nul, vous êtes en rendement croissant et les rendements croissants conduisent naturellement aux oligopoles. Et donc, on assiste à une oligopolisation de l'économie mondiale liée à la mutation économique actuelle. J'y reviendrai dans les questions si vous le souhaitez. Alors, le point central, c'est que nous abordons la quatrième accélération de la troisième révolution industrielle et souvent on confond les accélérations avec la révolution industrielle elle-même. On a eu une première accélération de cette révolution économique dans les années 90 avec la mise en réseau de centaines de millions de micro-ordinateurs. On a une deuxième accélération à partir de 2007 avec tout ce que vous avez dans les mains, c'est-à-dire le téléphone portable, l'iPhone ou le smartphone, qui est fondamentalement un ordinateur dans un téléphone. Et vous savez que dans chacun de vos téléphones, vous avez plus de puissance informatique que la NASA lorsqu'elle a lancé un homme sur la Lune. Donc, c'est une transformation gigantesque. La troisième accélération a commencé en 2015 avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et de la 5G qui vont se déployer massivement sous nos yeux. Ça a déjà commencé il y a 2 ans en Chine, en Corée du Sud, Taïwan, Singapour, au Japon. Nous, on en est à écrire dans des journaux qu'il faut attendre 6 mois pour faire les appels d'offres sur les fréquences de la 5G. Donc, eux, ils déploient depuis 2 ans. Donc, il faut s'interroger sur notre culture, sur notre capacité d'adaptation pour comprendre pourquoi on est à ce point en retard. Les Allemands développent massivement la 5G dans sa version industrielle et ils la développent déjà. Alors, on a donc la 5G, juste un mot, vous le savez tous, mais je le redis quand même, hein, la 5G, ce n'est pas la 4G en mieux, la 5G, c'est un facteur 1000 par rapport à la 4G, vous le savez probablement. C'est 10 fois plus rapide, 10 fois plus de débit et 10 fois moins cher. Et c'est la 5G qui rend possible le véhicule autonome, qui rend possible la généralisation d'intelligence artificielle. Donc on est dans ça, mais alors qu'on est dans ça, il y a une quatrième révolution qui a commencé et qui nous prend sur le côté et qui va se déployer dans les années qui viennent. C'est la création du double médical de l'homme et c'est le développement massif des doubles des usines et le double des villes. Par exemple, Dassault Systèmes a fait un double de la ville de Singapour et chaque fois que la municipalité et le gouvernement de Singapour veut changer quelque chose dans l'organisation de la ville, il simule tous les changements sur le double numérique de la ville et une fois que c'est prêt, on bascule sur le monde réel. Donc, c'est une transformation totale dans tous les domaines. Et donc, toutes ces technologies ont une puissance inouïe. Et comme toutes les technologies, c'est comme un couteau, hein, c'est-à-dire qu'on peut, on peut couper le beurre ou on peut tuer son voisin. Donc, la cybersécurité, ça va jouer un rôle absolument essentiel, les questions éthiques également, sauf que vous savez, il y a des acteurs qui ne s'intéressent pas aux questions éthiques. Donc là aussi, si vous êtes le seul voué à l'amour et à l'éthique, dans un monde où les autres jouent la puissance et la domination, la situation risque de finir mal. Hein. Je parle brutalement, mais on peut finir à discuter de l'amour et de l'éthique dans un camp de concentration, donc on peut peut-être se mobiliser avant que ça n'arrive. Et c'est à ce niveau-là, hein. Donc vous pouvez dire, non mais attends, Thierry Wathelet a invité un cinglé, là déjà on sort du Covid, en plus il nous parle de quelque chose qui pourrait être la Troisième Guerre mondiale. Non, je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aura une Troisième Guerre mondiale, je suis en train de vous dire que ce n'est pas exclu.